Les implants neuronaux, voilà notre sujet aujourd'hui de discussion. On va répondre à toutes vos questions. Elles ont été très nombreuses. On va donner évidemment des définitions. On va voir où on en est en termes de technologie. Qu'est-ce qu'on sait faire? Quelles sont les limites encore aujourd'hui? Puis on va parler de ces fantasmes aussi que nous vend notamment Elon Musk à travers les exploits présentés de sa société Neuralink. Est-ce que demain, on va vraiment fusionner nos cerveaux avec des intelligences artificielles? On va se poser ce genre de questions qui sont aussi des questions éthique. Alors, avec moi pour répondre à vos questions, Elsa Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie et en psychologie, chercheuse à l'université Gustave Eiffel et associée à l'EHESS-CNRS. Vous avez créé et vous dirigez un diplôme universitaire éthique et numérique à l'université de Créteil. Vous participez à un comité d'éthico-vigilance au sein de la cellule éthique en santé du numérique. Vous êtes évidemment auteur de nombreux ouvrages que je ne vais pas citer ici, dont quand même Éthique de la sincérité et les vies vides en 2023. Vous êtes membre de l'Institut du virtuel. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur ces sujets de l'homme augmenté par la technologie et les questions éthiques que cela pose. Donc, on est ravis de vous avoir, parce qu'on en a des questions là-dessus. Avec vous, Clément Hébert est en plateau aussi. Bonjour Clément Hébert, docteur en matériaux pour l'électrophysiologie. Vous avez travaillé sur des électrodes en diamant pour la mesure et la stimulation du système nerveux. Puis avec l'équipe du professeur Garrido à Barcelone, vous avez développé de nouvelles électrodes ainsi que des transistors en graphène. En 2019, vous obtenez un financement INSERM CNRS pour monter votre équipe sur le développement d'implants sans fil, sans batterie, communiquant par ultrasons. Et donc actuellement, vous êtes chargé de recherche, responsable de l'équipe implants neuronaux sans fil de l'Institut des neurosciences de Grenoble. Moi, j'avais une première question avant de passer à celle de nos téléspectateurs. Connecter notre cerveau à des machines, ce n'est plus de la science-fiction, on est bien d'accord? Alors, les connecter à des machines, plus de la science-fiction. En fait, ça fait déjà pas mal d'années. En fait, ça fait même plus de 50 ans, 60 ans. À des machines extérieures de notre corps, je veux dire. Hein. Ah oui, on est capable de faire de l'enregistrement d'activité des neurones à l'intérieur du cerveau ou d'envoyer une impulsion électrique pour générer de l'activité électrique à l'intérieur du cerveau. Ça, on est capable de le faire depuis vraiment 50 à 60 ans. Ce qui a vraiment changé au cours des dernières années, au cours des 20 dernières années, c'est qu'on a affiné ces dispositifs qui sont, avec un glissement sémantique, sont appelés des implants neuronaux. Mais en fait, l'implant neuronal, à la base, c'est juste le dispositif sur lequel sont posées des électrodes qu'on va mettre en contact avec le tissu nerveux et qui va enregistrer ou stimuler l'activité neuronale. Alors là, justement, vous répondez à la question d'Olivier. Olivier qui nous a demandé sur X, qu'est-ce qu'un implant neuronal et comment fonctionne-t-il? Donc voilà, là, l'implant neuronal, c'est vraiment ça. C'est cette partie qui est en contact avec le cerveau. Donc maintenant, c'est composé d'électrodes qui vont collecter ou stimuler l'activité neuronale. Et ces électrodes, elles vont être connectées à un système de mesure ou un générateur de signaux. Mais ce système, jusqu'à il y a quelques années, était externalisé. Donc en fait, l'implant était vraiment que la partie des électrodes. Ce qui commence à se passer, c'est que la partie externalisée du système qui permet d'enregistrer ou de stimuler l'activité neuronale commence à peu être intégrée avec les électrodes pour être placée à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça que on peut aussi parler d'implant, c'est plus que les électrodes, c'est aussi les électrodes plus le système d'enregistrement. Et une puce finalement électronique? Oui, il y a une puce électronique, mais qui fait des fonctions très très basiques. En fait, c'est les fonctions qui vont permettre d'envoyer ou d'envoyer les signaux vers toujours un système externe. En fait, on n'est pas capable à l'heure actuelle de faire les calculs à l'intérieur du corps. En fait, votre smartphone ou votre ordinateur, il chauffe. Si on vous met une puce dans le cerveau, ça va chauffer. Et ça, votre cerveau, il n'est pas capable de l'accepter. Ouais. Donc, tout ce qui est la partie traitement de l'information, la partie décodage, elle est toujours externalisée. Ce qu'il y a à l'heure actuelle, par contre, ce sont les puces, les signaux qui vont être envoyés par système sans fil. Donc, en fait, on va envoyer les signaux pour la communication par système sans fil. C'est là vraiment la grosse rupture. C'est là-dessus que vous travaillez en l'occurrence. Donc, oui, moi je développe une de ces possibilités. En fait, le sans fil, quand on en parle, la plupart du temps, ça va être les interfaces électromagnétiques, le Bluetooth, le Wi-Fi et autres. Sauf que ces ondes-là, elles pénètrent très très mal dans le corps. En fait, elles sont absorbées. Comme il y a de l'eau, c'est absorbé par le corps. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est une alternative. On utilise les ultrasons. Les ultrasons pénètrent très bien dans le corps et ça permet d'envoyer de l'énergie pour aller dialoguer avec l'implant. Alors, quand je dis dialoguer avec l'implant, pour l'instant, nous, on en est au stade de concept. Il y a des chercheurs américains qui en sont plus sur les nerfs périphériques.
Au niveau du cerveau, on n'y est pas encore. On est vraiment sur... Enfin, de se passer des fils, ce serait avantageux pour Neuralink, par exemple, parce qu'on a vu le patient, je t'en présentais récemment, comme pouvant jouer à un jeu vidéo comme ça à distance juste par la pensée, a eu un problème de fils qui ont eu un glissement, en fait, qui sont sortis du crâne. Donc ça, tout à fait, c'est vraiment les problèmes auxquels nous, on est confrontés et pour lesquels mon équipe essaye de travailler sans les fils. Ouais. Les fils, c'est vraiment un des plus gros cauchemars pour les implants neuronaux. C'est ce qui prend le plus de place, en fait, dans l'implant. C'est ce qui va générer parfois les infections. En fait, comme il y a un fil, ça va être connecté vers l'extérieur. Dans le cas de Neuralink, tout à l'intérieur aussi. Mais il y a toujours cette connexion entre la partie externe, qui est vraiment obligée d'externaliser, toujours un problème d'échauffement, et l'électrode qui, elle, est à l'intérieur du cerveau. Donc et là, ce qui s'est passé dans le cas du patient, pourquoi les fibres sont ressorties ? Alors là, c'est assez flou. Moi, j'ai été regarder. La communication de Neuralink autour de leurs implants est très, très complexe. Donc, savoir pourquoi elle est remontée... On dit que c'est à cause des mouvements à l'intérieur. Ce qu'il faut voir, c'est que le cerveau, en fait, il y a un afflux sanguin en permanence. Et c'est comme ça bat pas aussi fort que le cœur, mais il y a quand même l'afflux sanguin. Donc, l'implant est en permanence en train de bouger. Et les implants qu'il a, ils ne sont pas vraiment ancrés dans le cerveau. Ils essayent de les ancrer, mais il y a des probabilités que, comme il y a quelque chose qui est accroché à la surface du cerveau, avec les mouvements mécaniques, au fur et à mesure, l'implant remonte. Donc ça, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Mais il n'y a pas eu ils n'ont pas montré les... c'est pas documenté. C'est pas documenté. On a une question de Jean-Paul sur X. Il nous dit, où en est-on du contrôle de la pensée par stimulus externe, au-delà des travaux de Daito Manabe, j'imagine que vous connaissez, un artiste japonais, qui est co-directeur aussi de Rhizomatics Research. Alors là, ça, j'ai jamais entendu parler. Alors, contrôle de la pensée... il n'y a aucun implant à l'heure actuelle qui est capable de faire quelques contrôles de la pensée que ce soit. Je pense que le contrôle de la pensée il est mieux fait à l'heure actuelle par le smartphone que par les implants neuronaux. Par les pratiques des plateformes, vous voulez dire. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, j'ai pas encore de questions éthiques, mais ça va arriver. Non, j'écoute avec grand plaisir. Je pense que c'est là où on touche justement les problématiques éthiques. Qu'est-ce qu'on entend par la pensée ? Qu'est-ce qu'on entend par le contrôle ? Les dispositifs de contrôle existent d'autres manières. Tu citais les smartphones, mais on peut aussi imaginer que, en ce qui concerne la pensée, on n'est pas prêt d'avoir une mainmise dessus. C'est une utopie ou une dystopie. Ou une dystopie, oui. Alors, Olivier, encore sur X, qui nous demande comment les implants neuronaux sont-ils testés et validés avant d'être utilisés sur l'homme ? Et si vous avez déjà des premiers retours d'expérience ? Alors, c'est un parcours qui est très long. C'est vraiment très long. On commence avec des expériences in vitro. En fait, on va tester les dispositifs avec des cellules qu'on va faire pousser sur les dispositifs, voir si déjà ils ne font pas mourir des cellules dans des cultures in vitro. Ensuite, on va passer sur l'animal, généralement le rongeur. On va faire une première batterie de tests sur plusieurs mois. On va regarder la longévité de l'implant, la stabilité des performances, le rejet, parce qu'en fait, les implants, un des gros problèmes, c'est qu'ils sont rejetés par le corps. C'est un corps étranger. Donc, le corps va vouloir les retirer et les encapsuler de façon à se protéger. Donc ça, on va regarder toutes ces étapes-là. Une fois que c'est validé, qu'on regarde un peu que les performances sont bonnes, on va passer sur un animal plus important, plus proche de l'homme, le cochon ou le primate non humain. Et une fois que les tests sont validés, on va passer à une phase qui est clinique. Et c'est clinique ? Et c'est clinique. Donc là, moi, je ne suis pas exactement dans la régulation. J'ai des collègues à l'Institut qui font ça. Moi, j'ai pas encore mes implants ne sont jamais passés sur l'homme. Ils ne sont pas prêts d'y passer. Mais... il y a vraiment cette phase clinique où les patients sont sélectionnés par on va regarder leur profil, s'ils sont aptes à pouvoir passer ces tests cliniques. Et après la validation clinique, il y a une validation pour tout ce qui va être le marquage CE ou FDA, pour ensuite éventuellement pouvoir passer en clinique de routine. Et les processus au global peuvent prendre une vingtaine d'années. C'est vraiment très long. On passe à l'éthique. Donc Olivier, toujours sur X, nous demande quelles sont les considérations éthiques entourant l'utilisation des implants neuronaux. Tant que c'est dans un cadre, on discutait un petit peu avant cette émission avec Clément, tant qu'on est dans un cadre qui est du registre de la médecine et donc du soin, on peut imaginer qu'il y a vraiment de l'espoir dans ce domaine-là. Et c'est toute la grande question qui entoure les implants, à savoir est-ce qu'il s'agit d'augmenter ou de réparer. Quand il s'agit de réparer un état antérieur, c'est-à-dire de lui redonner sa validité, on peut imaginer que, éthiquement parlant, c'est tout à fait souhaitable. Néanmoins, quand il s'agit d'augmenter, cela suppose une lourde réflexion. Et cela suppose aussi, en amont, de savoir ce qu'on entend par un sujet augmenté, c'est-à-dire augmenté par rapport à quoi ?
augmenter vers où et quelles sont les conséquences. Et là, on a vu, en écoutant ce discours, on a vu que l'enjeu majeur qui se pose autour des implants, il y en a deux. C'est la question du fantasme, c'est-à-dire finalement une humanité augmentée, une humanité fantasmée, et c'est la question de la limite. Et dans la question des limites, celle qu'on doit se poser, c'est de savoir finalement jusqu'où est-ce qu'on est conscient des conséquences, jusqu'où pouvons-nous imaginer les conséquences d'un développement technoscientifique, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir le maîtriser et quand est-ce qu'il va nous échapper dans des usages qu'on n'aurait peut-être même pas encore pu anticiper. C'est l'Académie de médecine qui redoute que ces technologies soient détournées de leur usage médical, justement, à des fins de transhumanisme. Alors, il y a la question du transhumanisme, mais les problématiques, celles-là, ce sont les plus connues. Et Elon Musk, je crois savoir, il a évoqué une arche récente pour aller coloniser Mars. Enfin, il s'inscrit dans cette vision-là. Mais il y en a d'autres, il y a des visions sociales. Alors là, on rentre dans le champ de la dystopie, parce que je crois qu'on a bien compris qu'on n'en est pas du tout à ce stade. Mais on peut imaginer, d'ailleurs, il y avait eu un problème avec Delgado, qui était un des pionniers en termes de développement d'implants. Dans les années 70, il y avait eu toute une problématique, et notamment de contrôle d'une certaine population. Donc, à l'époque, dans les années 70, il y avait eu un énorme conflit aux États-Unis concernant ce chercheur, parce qu'il imaginait pouvoir contrôler certains comportements. Il avait fait un test sur les taureaux, si je m'abuse. Et donc, dans ce cadre-là, on pouvait imaginer contrôler des émeutiers par un plan. Donc là, c'est simplement un petit exemple que je vous montre, mais on peut imaginer aussi la problématique du conformisme, de l'uniformisation, oui. La question de l'équité. Est-ce que ces technologies vont être accessibles à tout le monde ou, au contraire, qu'à une population dotée d'une certaine somme d'argent? Problématique de manipulation. On créerait une sorte de nouvelle élite, finalement? Alors, non seulement une nouvelle élite, c'est certain, des gens augmentés qui pourraient avoir les moyens de se payer ce type de technologie, avec tout ce que ça peut impliquer, mais aussi une forme de contrôle de masse. Et puis, on peut imaginer, alors ça, on le fait dans d'autres registres. À l'époque, je crois que c'était Rosalind Picard qui avait travaillé sur des Google Glass pour des enfants autistes. Et dont on avait vu que finalement, elle était parvenue à établir un lien social que les enfants autistes avaient du mal à faire. Et ces lunettes pouvaient les aider. Et puis quand on a mis ces lunettes sur des personnes qui n'avaient pas de problématique particulière, on a vu qu'il y avait une augmentation de l'empathie. Alors là, on peut faire un parallèle bien plus probant, même si, encore une fois, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et j'entends bien, on est dans un registre de dystopie. Mais on est obligé de penser aussi le devenir potentiel. C'est la problématique des affects et des émotions. Pourrait-on fantasmer cette idée qu'il puisse y avoir, par exemple, un contrôle des émotions, une exacerbation? Il y a toute la question des données. Mais encore une fois, on en est très très loin de tout ça. Ouais. En tout cas, si je peux juste ajouter, par rapport à toutes ces questions-là, nous, sur le développement technologique, dans la plupart des gros projets qu'on monte à l'heure actuelle, on est entouré de philosophes qui interviennent, et dès la conception de l'implant, on essaye de réfléchir à l'ensemble de ces questions. Oui. Juste une chose de préciser, c'est que tu t'inscris vraiment dans un registre curatif, oui. Et non pas du tout dans une problématique d'augmentation. Et c'est pas du tout le travail de la science actuellement, je crois savoir en tout cas. Et du coup, sur la recherche académique. Absolument, on œuvre dans le même sens, ça va de soi. Néanmoins, on est obligé d'avoir un principe d'anticipation. Moi, je développe... Bien sûr, et puis il y a des entreprises privées, comme on l'a cité, celle d'Elon Musk, qui affichent d'autres ambitions et qui n'ont pas de critères que les ambitions curatives. On passe à la question de Jérôme sur LinkedIn. Il nous demande, est-ce qu'il est possible de pirater ces implants électriques et de prendre le contrôle d'un membre robotisé à distance? Alors, pour répondre, il faut revenir un peu au début de ce qu'on racontait. Il y a deux choses séparées dans l'implant. Il y a la partie électrode, la partie qui va traiter l'information. Cette partie qui traite l'information, pour l'instant, elle est externalisée. Si cette partie est connectable avec un Wi-Fi ou autre, oui, elle est piratable. Oui, potentiellement. Si elle est juste connectable à l'implant, non, elle ne sera pas piratable. C'est comme un réseau local. Ben voilà. Vincent sur LinkedIn qui nous demande, est-il possible de modifier ce que voit l'utilisateur grâce à un implant neuronal, par exemple, ajouter des éléments digitaux directement dans le champ de vision? Alors là, on serait en réalité augmenté, finalement. Là, on est dans le pur fantasme. Oui. En fait, à l'heure actuelle, les implants... On le fait bien avec des lunettes. Hein. Oui, mais les implants rétiniens... Ça n'a rien à voir, justement. Les implants rétiniens, les premiers, donc, ont été vraiment posés sur la rétine. On a encore du mal à retrouver une acuité visuelle telle que celle que vous avez, vous et moi, à l'heure actuelle. Oui. On retrouve des sensations de vue, on peut voir des objets passer avec des contrastes de gris. On est très loin d'avoir quelque chose qui viendrait s'ajouter à la vision. Il y a d'autres implants qui sont des implants posés sur le cortex visuel, où là, on va essayer de projeter une image, mais pareil, on est très loin
de pouvoir ajouter quelque chose à la vision. Ça, là, on est vraiment dans le fantasme. C'est quelque chose qui est concevable, C'est ça. mais qui à l'heure actuelle n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on ne sait Là, on pas est dans le le faire. domaine du concevable, mais qu'on ne sait pas faire. Question de Jean-Paul. Est-ce que c'est réversible et quelles sont les conséquences si l'on retire cet implant? Alors oui, c'est réversible. La plupart des implants, les implants qui sont testés chez l'homme sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à être explantés. En fait, alors, c'est simple, il y a des implants qui sont utilisés dans le cadre Il y a des dommages qui sont causés par cette explantation. Ouais. Alors, de l'explantation, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de retour, donc là, je ne peux pas vraiment vous dire. D'accord. Sur l'insertion, oui, il y a un peu de dommages, mais les chirurgiens, déjà, les dispositifs sont les plus fins possibles, de façon à être le moins invasif possible, mais il y a un peu de dommages lors de l'insertion. Quel genre, qui est contrôlé. En fait, c'est juste que le tissu neuronal autour de l'implant va être endommagé. Mais c'est à l'échelle de peu de choses. Donc, les fonctionnalités vitales, ou même les fonctionnalités de votre quotidien ne sont pas touchées. Allez, encore une question. Quels sont les principaux défis techniques rencontrés dans le développement des implants? Ça va nous permettre de terminer sur les perspectives. Alors, on a évoqué quelques limites déjà ensemble. Les défis techniques, à l'heure actuelle, c'est vraiment la longévité de l'implant. En fait, c'est ce qu'on voit avec Neuralink, une fois que l'implant est mis dans le corps, il est rejeté. Donc il faut développer toutes les technologies qui permettent d'éviter le rejet de l'implant. Ensuite, parce que ça va jouer sur la stabilité des signaux. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Si l'implant bouge ou que l'implant est dégradé, parce que le corps est assez corrosif pour l'implant, on va perdre les signaux. Du coup, ça, c'est un des gros points sur lesquels il faut travailler. D'accord. Et alors, on a des instituts de recherche sur le marché, on a quelques grandes entreprises, on a Neuralink, il y a un concurrent qui arrive aussi aux États-Unis, là, son nom m'échappe, Synchron, mais qui est bien positionné. Est-ce que c'est plutôt un marché, d'ailleurs, plutôt dans le privé ou dans le public? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Il y a un business aujourd'hui de l'implant neuronal? Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle des entreprises comme Neuralink ont atteint l'état de l'art. Par contre, ils ont atteint l'état actuel des connaissances ou de ce qu'on est capable de faire. Ils n'ont pas encore été vraiment au-delà. Pas plus, oui. Il y a un buzz énorme qui est avec. La recherche académique a été beaucoup plus modeste et avance depuis beaucoup d'années. On est capable de faire du décodage de l'intention de parole ou autre depuis pas mal d'années. On a été plus modeste dans la communication. Merci beaucoup, Elsa Godard, Clément Hébert, d'avoir répondu à toutes ces questions de nos téléspectateurs. Merci. Merci.